bonjour. Bienvenue à mon podcast de voyage. Aujourd'hui, j'ai un invité atypique par rapport aux autres invités précédents. Il est né à Ville-de-Moine en 1984. Une recrue prolifique, qu'on peut dire. Il a joué plus que 1000 matchs, je pense, dans la Ligue nationale. 20 ans de carrière professionnelle. Une Coupe Stanley, bien entendu. Il y a même une toune à son nom. Et je présente aujourd'hui mon invité, Maxime Talbot. Salut, Maxime. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, c'est 1000 matchs professionnels en tout. Oui, j'aurais aimé ça. Ça veut dire rémunéré. Oui, exact. Okay. Exact. Première saison dans la Ligue nationale, tu avais fait un but, tu as fait 5 matchs, mais tu avais fait un but, puis j'ai lu que c'était assez drôle, ton premier but dans la Ligue nationale. Oui. Allez voir ça sur YouTube. Ah oui? Mon premier but, je l'ai fait de la ligne rouge, du milieu de la glace. J'ai gagné une mise au jeu, puis dans le temps, quand la rondelle elle sortait de la glace, il la mettait où ce qui était sorti. Maintenant, tu vas aller toujours sur les points de mise au jeu, mais dans le temps, c'était à l'endroit où elle avait sorti, puis c'était sa ligne rouge. Puis c'est drôle, on était à la 4e ligne, puis là, je prends une mise au jeu contre Peter Forsberg à Philadelphie. Puis le match est quand même, on perd 5-4, fait que c'est serré en 3e période. Puis je prends une mise au jeu, puis le coach venait changer, tu sais, mais là, dans le fond, il vient changer. Fait que j'ai juste gagné la mise au jeu, j'ai lancé au filet. Puis j'ai été changé pour Mario Lemieux parce que j'étais centre, c'est la 4e, lui il était sa première ligne. Puis la rondelle, je l'ai même pas vu rentrer dans le filet. J'étais déjà rendu au banc parce que j'étais juste à côté de mon banc. Puis ça a été big as le goaler était parti prendre... Le goaler regardait le Jumbotron, l'écran encore. Il était comme ça. C'était Antero Niinimäki, puis il regardait ça. Puis il est rentré comme j'ai lancé. Il était pris de court, lui aussi. Oui, vraiment. Donc, lui n'était pas à l'attention, toi, tu étais négligent, puis ça a fini par être ton premier but dans la Ligue nationale. Exact. C'est l'histoire de ma carrière, je vais te le dire. La plupart de mes buts, je fermais mes yeux, puis elle rentrait. En fait, on voit, on entend et on commente beaucoup les 7e match de la Coupe Stanley en 2009, les Pittsburgh, où tu as fait des 2 buts dans une victoire de 2-1. C'est sûr que je t'en reparlerai pas aujourd'hui. Tout le monde t'en a dit. Tu dois être tanné d'en entendre parler. Là. Non. Non, mais ça te fait un petit velours à chaque fois. C'est sûr. C'est historique. Là, ouais. T'as marié Cynthia Phaneuf, 3 enfants. Cynthia qui est une double championne canadienne quand même en patin aussi. Fait que vous êtes tous les deux vite sur vos patins. Oui. Petite question en rafale comme ça, Cynthia patine-tu plus vite que toi? Elle patine mieux que moi. Pas plus vite. À reculons? Ah oui, à reculons. Ben, les deux. C'est vraiment plus élégant. Puis moi, je l'ai rencontré quand elle terminait sa carrière. Fait que j'ai jamais vu patiner, mettons, dans un contexte là, professionnel. Mais elle m'a vu, puis souvent elle était découragée de comment je patinais mal, mais que c'était... c'est pas le même style de sport, là, non. Mais à part d'être sur des lames. Là. Oui, mais il y a quand même une technique de patin qu'elle était beaucoup plus raffinée, puis elle décortiquait un mouvement, puis des fois, elle me disait, tu sais, des fois, si tu... Mais c'est dur, changer une habitude. J'étais rendu presque à 30 ans quand je l'ai rencontré. Fait que là, tu t'es patiné comme ça toute ta vie. Là. C'est plus dur. Trop tard pour commencer à faire des dents sur le devant de ta... Ah, exact. Ça aurait pu être utile. Mais Cynthia a quand même reçu la médaille de l'Assemblée nationale, quand même. Ouais. Alors, une bonne question très sérieuse. Est-ce que la médaille de l'Assemblée nationale est plus pesante qu'une bague de la Coupe Stanley? Wow. Parce que je sais que c'est des grosses bagues. C'est des grosses bagues. C'est des très grosses bagues. Je ne la sors pas souvent parce que le doigt est lourd. Mais c'est une question très sérieuse. Je ne saurais pas te répondre. Je pense que la bague de la Coupe Stanley coûte plus cher. Je ne dis pas qu'elle vaut plus cher, mais elle coûte plus cher. Oui, OK. Sidney Crosby, là. Ouais. Il est-tu fin, lui, pour le vrai? Il est extraordinaire. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer. Il avait 13 ans. On avait le même agent, Pat Brisson. Ah oui. Puis donc, on a fait un camp d'entraînement à Los Angeles ensemble. Puis moi, je m'en allais sur mes 17 ans. Lui, il avait 13 ans. Puis il y avait des joueurs actifs. Avant ou après Luc Robitaille et compagnie? Bien, Luc était là aussi pendant ce camp-là parce qu'il est bien chum avec Pat Brisson. Puis il y avait d'autres joueurs actifs, Chris Chelios, tout ça. Puis je me rappelle de Sid qui va faire une feinte à un joueur actif de la Ligue nationale qui est Chris Chelios, puis qui le déjoue, puis que Chris était en tabarouette. Là. Il a toujours été extrêmement bon dès son jeune âge, Sid. Mais moi, c'est tout ce qui est leadership. C'est comment tu fais pour être et devenir le meilleur au monde. Puis tu regardes Sidney Crosby, c'est ça. C'est que chaque jour... Le livre est là. Ses décisions sont prises chaque jour en fonction d'être le meilleur possible. Que ce soit qu'est-ce qu'il va manger, comment il se couche. Pas juste sur la glace. Non, exact. Puis il a été chanceux
parce qu'il y a eu un mentor extraordinaire, qui est Mario Lemieux, qui est arrivé, c'était la dernière saison. C'était ma première saison en même temps que celle de Sid. Puis d'avoir Mario, de voir cet homme-là, comment il était fin avec ses coéquipiers, comment c'était un leader. Puis Sid, il a habité quand même, je te dirais, au moins 6 ans chez Mario. Ses 6 premières années en Ligue nationale. Lorsqu'il faisait déjà des millions, il habitait chez Mario Lemieux. Puis Mario a 4 enfants, puis il habitait pas dans un bachelor au sous-sol avec il avait tout son... Il habitait dans une chambre. Là. Les gens pensent qu'il habitait chez Mario. Il habitait dans une chambre, il avait sa petite douche dans sa chambre, là, une salle de bain, c'était super, mais à côté des chambres des genre trois de Tanguy, quoi. Oui, genre, c'était ça, puis c'était parfait pour lui. Il était déjà millionnaire, mais lui, il était bien là, puis Nathalie et Mario prenaient soin de lui, puis il y avait l'atmosphère familiale avec les chiens, tout ça. Donc, c'est vraiment une personne extraordinaire. Une dernière question en rafale comme ça, tout à fait inopinée. Le but d'Alain Côté, là, était-tu bon ou il était pas bon? Tabarouette. Je pense que oui. Il était bon. C'est sûr qu'il était bon. Moi, je pense qu'il était bon aussi. Oui. Écoute, on va parler de voyage, bien entendu, c'est pour ça que tu es ici. Après ce petit préambule, je veux quand même inviter les spectateurs à commander ça. C'est maintenant en poudre et en liquide, évidemment, dans toutes les bonnes épiceries. Ouais. C'est une boisson énergisante qui s'appelle Be High. J'ai eu de la misère à comprendre ce que ça voulait dire. Be hydrated, donc bien-être hydratant, comme une bonne crème pour les madames, c'est très hydratant. Mais l'avantage de ça par rapport à tous les autres clones sur les tablettes, c'est que ton sucre est naturel avec du sirop d'érable, puis qu'il y a, au lieu de, j'ai regardé Gatorade, je pense que c'était 37-40 grammes de sucre. Ouais. Ça, c'est juste 8, 9, 10 grammes. Oui, c'est 10 grammes de sucre. Et le 10 grammes de sucre. Ouais. Puis, ça dit qu'il y a 8 ingrédients. Oui. Es-tu capable de me nommer? Eh là là. Non, mais je sais que les ingrédients, c'est toujours de l'eau. Potassium, calcium, fer, riboflavine, magnésium, manganèse. Exact. Puis après ça, du sucre, évidemment, puis de l'eau. C'est ça. C'est très bon. Merci beaucoup. Passant. Ça fait que c'est québécois. Exact. Les partenaires, c'est des Québécois, c'est des athlètes. Je suis là-dedans avec Étienne Boulay, l'ancien joueur des Alouettes, et Bruno Gervais, qui est un joueur de hockey, mon ami d'enfance. On a joué ensemble. On avait 10 ans, puis ça fait 31 ans que je suis son meilleur ami. Puis on était tannés d'arriver justement que nos jeunes nous demandent « Ah, papa, un Gatorade », juste à cause du marketing. On dit « On peut-tu » Nous autres, on disait non. Fait que on peut-tu être les papas cool qu'on va pouvoir dire oui. Donc, on a créé une boisson à l'aide de nutritionnistes, docteurs nutrition. C'est quoi la meilleure recette santé pour faire du sport? Puis, on est sorti avec cette recette-là qui est super naturelle, super saine. Comme tu l'as dit, là, on est maintenant en poudre électrolyte aussi. Donc, en vente sur notre site internet, bi.ca. Puis, c'est le fun. Produit québécois. Là, vous avez un ambassadeur aussi qui est un joueur actif. Aussi. Exact. On vient de signer Ivan Demidov. On a une saveur punch aux fruits présentement. On fait des concours avec lui. On a une chance de le rencontrer quand on s'inscrit. Donc, c'est une saveur, ça qui nous manquait un petit peu. Oui, Bruno, Étienne et moi, on a une notoriété, mais on n'est pas cool aux yeux des jeunes joueurs de hockey puis des jeunes athlètes. Fait que ça nous prenait un petit peu, comme tous les autres brands, côté marketing, là, un gars actif qui est cool, puis que c'est lui qui a développé la saveur. C'est lui qui a... On lui a donné des options, on lui a fait goûter à plein d'affaires, puis on a statué sur le punch aux fruits. Donc, il a été impliqué dans tout ça, puis c'est le fun de l'avoir joué aussi. Il performe cette année. C'est un bon kid, très sérieux aussi. Un petit peu, il y a de la couenne de Sidney Crosby et Ivan Demidov. Les gens ne le savent pas encore, mais il est jeune, il est russe. C'est difficile d'arriver à être tout de suite un leader à 19 ans sa première saison, mais il se place les pieds très, très bien. Une belle personnalité. On va rebondir sur la Russie tout de suite, parce que ça fait partie de tes voyages et de ta vie. Tu as été 3 ans en Russie, tu as travaillé, tu as joué au hockey là-bas. Ça m'a surpris, là, quand je disais ça dans la pré-entrevue. Est-ce que tu as 3 enfants, mais le troisième est né pendant que tu étais là-bas? Il est né en 2 saisons. Il est né, moi, dans mon contrat, là, c'était ma 3e saison en Russie. Puis dans mon contrat, il avait dit, parce qu'on savait qu'il était dû pour le mois de juillet, puis les camps commencent comme le 4 juillet en Russie, parce qu'il y a des camps d'entraînement, je dirais un petit peu comme dans l'armée. Là. C'est les affaires les plus dures que j'ai faites de ma vie. Là. Fait que t'arrives comme... Pire avec le Canadien ou dans la Ligue nationale? Fois 10. C'est fou. Là. Ouais. Les camps maintenant dans la Ligue nationale là, sont très courts. Ils vont enlever, ils vont retirer les matchs pré-saison un petit peu aussi, mais c'est très, très court. Fait que c'est ta responsabilité dans la Ligue nationale d'arriver prêt.
Puis là, le camp commence, il n'y a pas de remise en forme. En Russie, tu arrives le 4 juillet, tu commences la saison. Tu fais des push-ups jusqu'au mois d'août. Exact. Puis c'est ça, parce que les Russes, ils n'ont peut-être pas l'habitude, comme nous, qui Nord-Américains, de s'entraîner l'été seuls. Fait que là, l'équipe les prend en charge. Mais c'est extrêmement difficile. On se levait, puis c'était 10 km le matin, la pratique, l'entraînement, la pratique l'après-midi, puis après, on courait beaucoup l'après-midi. Donc, c'était super dur. Fait que le 4 juillet, les camps commencent. Moi, même dans le contrat, t'as 10 jours après la naissance de ta fille pour t'en venir en Russie. Fait que t'es allé là avec un bébé naissant. Là. Exact. Puis ma femme, j'ai pas vu mon bébé naissant pendant les 3 premiers mois de sa vie. Puis là, ils sont venus me rejoindre au mois de septembre-octobre. OK, toi, t'es allé, mais autres, moi, okay, j'ai été, tout seul. Mais tu parles-tu russe? Chuchu Gavrilovski, but... Okay, ça veut dire... Bien, je suis content d'être au podcast de ça. Exact. Ça veut dire que je parle un petit peu russe. Mais quand j'étais là-bas, moi... J'avais déjà 2 enfants avec ma femme, puis ma femme ne veut pas, tu as besoin d'une guerrière à tes côtés, quelqu'un qui n'a pas peur de voyager. Elle avait patiné en Russie avant, puis elle a dit « Let's go, on y va ». Fait que moi, j'ai été toute seule, puis j'ai dit « Au pire, si j'aime pas ça, on revient ». Donc, on y a été vraiment une année à la fois, et ça, je regrette de ne pas avoir su que j'allais être là 3 ans parce que je l'aurais appris beaucoup plus vite. Tu sais, quand tu dis « Je m'en vais là, je vais l'essayer », tu ne donnes pas la peine d'apprendre la langue. Donc, j'ai appris tout ce qui est politesse, commande au restaurant, tous les termes hockey. C'est sûr qu'il fallait que je comprenne le coach. Même si on avait quelqu'un qui traduisait pour nous, il fallait que tu comprennes le coach. Mais c'était toute une expérience. Est-ce que tu étais le seul expat dans l'équipe? Non. La règle en russe dans KHL, c'est 5 importés. Fait que je jouais avec un autre Canadien. Puis il y avait un Suédois, un Finlandais, puis un Tchèque dans mon équipe. Donc, tu sais, ces 5 joueurs-là parlent anglais. Après ça, tu as 5 autres joueurs, normalement, par la moyenne, là, qui ont aussi joué aux États-Unis. Fait qu'eux autres, ils parlent très bien anglais. Après ça, tu as 5 joueurs qu'ils vont baragouiner un peu d'anglais, puis il y en a 5 qui parlent 0 anglais. Là. Fait que, tu sais, le coach, il parle en russe, évidemment. Le coach parle en russe. Mon premier coach parle un petit peu anglais. Mon deuxième, 0. Puis l'autre, c'était Bob Hartley. J'avais un coach canadien ma dernière année. Donc, mais tu as toujours quelqu'un qui va traduire quand même, qui va prendre les importés, puis qui va communiquer. Au niveau de l'intégration, j'ai compris de ce que tu as déjà dit que c'est la capacité d'adaptation de tes enfants, de ta famille, ou même de toi, à la limite. C'est le bénéfice principal que tu retires de cette expérience-là en Russie. Ouais. Peux-tu nous expliquer un petit peu comment tu as vécu ça, ou comment ta femme... Bien, surtout ma femme, je te dirais, mes enfants. Tu sais, moi, je suis un joueur de hockey, je rentre dans un vestiaire, puis j'ai une personnalité assez humaine, que c'est pas compliqué pour moi arriver. Puis t'arrives, t'es avec... 19 autres gars qui font la même chose que toi, que tu te comprends tout de suite. Tu as les mêmes intérêts, puis tu ris. Puis après une semaine que j'étais là, j'étais dans un appartement avec 5 Russes qui parlaient pas anglais. Je mangeais du poisson cru, puis on écoutait du hockey, puis des shows russes, puis on parlait avec notre téléphone. Là. Fait que moi, ça, j'aimais ça, arriver à m'intégrer vraiment. Mais Cynthia, toute seule, c'est ça. Pas des hockey wives, là? Y a-tu des associations de femmes de hockey? Ça tenait-tu avec les femmes des expats? Même pas? T'arrives là, t'as 2 enfants déjà. Puis c'est pour ça que c'est un petit peu plus dur, parce qu'elle s'en va à l'épicerie. Tu es à Yaroslav, tu n'es pas à Moscou. Tu es à Yaroslav les 2 premières années. C'est à 4h30 au nord de Moscou. Là, c'est plus compliqué un petit peu aller faire son épicerie, aller au restaurant, trouver des garderies peut-être pour les enfants pour qu'eux s'intègrent, se font des amis. Mais il n'y a personne d'autre. Ils sont bien intégrés, des enfants, c'est parce que... Très bien. Ils étaient jeunes encore. Ils étaient jeunes. Ma dernière année à Moscou, c'était une année fantastique, mais c'était compliqué. Parce que là, tu sors d'une plus petite ville, que l'équipe te prend en charge quand même, qui était facile. Mais là, tu arrives à Moscou, dans un grand centre, où on a besoin d'une nanny, temps plein. On a besoin d'un chauffeur, temps plein, parce que là, se conduire à Moscou, c'est difficile. Moi, l'aréna de pratique était à 40 minutes de où on demeurait. On habitait sur la rue du Kremlin, ce qui était quand même cool. Là. C'était pas loin. À 5 minutes en voiture, j'étais au Kremlin. Mais c'était plus compliqué. J'avais mes enfants, mes 2 plus vieux, allaient à 2 écoles, garderies opposées dans la ville. Fait que là, Cynthia, elle se levait. C'est des écoles internationales, là, où ils parlent français ou anglais. Là, Montessori, mon gars était à Montessori la première année, puis après ça, on l'a changé. Il a été à une école qui était d'Angleterre. C'était magnifique. Là. C'était dans un quartier quand même pauvre, mais là, tu avais un beau bâtiment avec une cabine... collège Eton. Exact. Une cabine téléphonique rouge. Queue, là, quasiment. Là, c'est ça. Puis, écoute, c'était très dispendieux. Puis, c'était tout
vraiment les gens riches de Moscou qui allaient là. Puis mon gars, je donne l'exemple souvent pour faire... Combien dispendieux, là, quand tu dis? Ben, le coût de la vie est cher, mais ça, c'est comme une exception. Ben, c'était genre 5 000 par mois, mettons. Ah oui, OK, quand même. Fait que, tu sais, pour un jeune de 5-6 ans, là, fait que c'est quand même... Les autres, sont-tu bien intégrés? Parce que les enfants, on dit tout le temps, les enfants, ça s'adapte à n'importe quoi. Là, mais c'est une autre culture, une autre bouffe, une autre langue. Mais tu as des amis, quand tu pars de Yaroslav, là, Yaroslav, c'est finnois, ça veut dire le sage. Quand on est en campagne, là, ils s'en vont à Moscou, downtown, avec les pains d'épices du Kremlin, là, les bâtiments. Il n'y a pas un choc d'adaptation? C'est pas un choc à cet âge-là, parce que c'est ce que tu connais. T'sais, mon gars, il est né à Denver. Après ça, on a été à Boston. Puis après ça, en Russie, les étés, il revenait à Montréal. Tu es habitué de ben, tu sais, c'était let's go. Plus c'est jeune, je crois que plus c'est facile. Mais il avait été invité à une fête d'amis, puis de son école qui était quand même très riche. Puis on était invité à l'hôtel Staline dans le temps de Moscou. Puis moi, j'arrive là en botte. Mon gars, il a sa tuque, tout ça. On rentre là. C'est comme tout le monde est en veston, cravate pour une fête d'un enfant de 5 ans. Puis je te dis, il avait tout loué. Il avait réussi à rentrer en maternelle. Il avait passé l'examen de maternelle. C'était sa fête. C'était sa fête, mais une photo là, de lui sur le mur du restaurant. Le party de fête doit coûter 200 000 $300 000. Nous autres, on mangeait du caviar, du cristal, du champagne. J'ai jamais vu ça. Il y avait un spectacle tout au long de la soirée. C'était un oligarque, là. Exact. Exact. Et ça doit déstabiliser certainement un enfant, mais un adulte comme toi, quand tu arrives dans un contraste de pays où comme ça, les riches sont extrêmement riches, les pauvres sont extrêmement pauvres, puis d'un bout à l'autre du pays, il y a quand même 10 heures de vol là, pour traverser la Russie. Il y a 7 fuseaux horaires. C'est comme... Tu passes de... Je sais pas, moi... je veux pas dénigrer aucune place. Warbush, là, ou Chibougamau, là, puis tu t'en viens à Pays de Sainte-Catherine, là, puis que tu vois des robineux, ou à New York, tu vois ça, des robineux avec des milliardaires qui passent en limousine. La madame, elle débarque avec son caniche, elle rentre chez Tiffany, elle s'achète, elle passe par-dessus un gars qui est couché à terre sur le trottoir. Ce choc-là, culturel, c'est-tu facile à... Remarque, tu vas me dire, il y en a partout dans toutes les villes. Oui. Mais non, c'était... Tu sais, la façon qu'on l'a vécu, je te dirais, on a pris le bien de ça. Tu sais, oui, il y a une grosse différence, puis tu vois la pauvreté. Tu sais, tu vois les madames le matin qui vont chercher leur eau avec leur faire sa tête. J'ai vu des chevaux au drive-thru McDonald's. Mais de l'autre côté, tu vois des gens... Ce que j'aimais moins, c'était un petit peu... comment t'appelles ça, quand la propagande, tu sais, du côté tout le monde, entendu. Poutine, puis tout ça, ce que tu vois. Dans la Corée du Nord, il n'y a que ça. Ah ouais, hein? C'est ça. Fait que, tu sais, t'as ça. Tu peux même pas contredire ça. Ben non, eux autres peuvent pas. Ils peuvent pas. Mais j'ai toujours dit, moi, j'avais 2 choses que je disais souvent. Je disais, take it and like it, comme moi, côté hockey. C'était comme, fais avec. Puis l'autre, ça fait partie de l'expérience. Donc, tout ce qu'on a vécu, puis on a appris des choses aussi. Tu sais, les Russes, on peut les voir de l'extérieur, un peuple, justement, qui va suivre Poutine et tout ça, mais c'est des gens qui travaillent fort, c'est des gens très, très fiers. Puis, comment ils prennent soin de leur famille, leurs enfants. Tu sais, vraiment, autant qu'ils n'ont pas de moyens, que les jeunes sont tous bien habillés, puis ils n'ont pas froid, puis tu arrives à l'école, tout est bien fait. Tu sais, t'allais au McDonald's, là, tu sais, là, ils mettent les choses dans le sac, puis là, il plie le rebord, puis il te donne ça, tu sais, avec de la politesse en te regardant dans les yeux. Donc, il y avait ça qu'on a appris, des speeches. Moi, j'adorais ça. Chaque matin, tu t'en vas dans la chambre de hockey, puis la première chose qu'il faut que tu fasses le tour de la chambre, tu serres la main à tout le monde. Good morning, bon matin. Puis là, tu serres la main à tout le monde. Tu peux passer... Tu sais, ça prend du temps à faire ça, là. Mais c'est une règle de politesse. Ton trainer, tout le monde, tu t'en vas, tu serres la main. Lors des soupers d'équipe, c'était des speeches. Tout le monde avait un mot à dire. Le soir, il fallait que tu te lèves puis tu te dises merci à tout le monde d'être là. Puis admettons que l'équipe, on était un party d'équipe, que ça allait moins bien, whatever. Ah, les boys, je pense que... Fait qu'il y avait beaucoup une ouverture. Puis même dire des choses difficiles, je trouve que dans notre culture, complètement là-bas, sont plus honnêtes et authentiques dans leur approche humaine. Ils vont le dire. Les haters, ils vont se défouler sur les réseaux sociaux plutôt que de dire d'en face. Oui, exact. Puis ça, je trouvais beau. Tu sais, il était capable je trouvais ça beau. Il était capable de se dire les vraies choses puis de faire avancer sans amertume. Fait qu'il y a plein de choses qu'on a pris de là-bas puis qu'on a amené dans notre bagage jusqu'à crime. Moi, je me rappelle quand je venais de la Pour les Russie. enfants, c'est sûr que c'est bon, ça. Oui. D'abord, ils ont été déracinés 4, 5, 6 fois, là, tu sais, changer d'école, s'adapter aux mœurs de chaque place.
Fait qu'ils n'ont certainement pas la peur de l'adaptation. Là, non. Je veux dire, ils vont faire comme parfaite osmose, peu importe où ils vont être, si on réussit à faire ça en Russie. Là. C'est une force. Mon gars, il a fait 4 écoles primaires en 5 ans, puis à chaque fois, il rentre dans une école, puis c'est quand même facile. Là. Mais quand ils font des amis, là, quand ils arrivent, je sais pas moi, 8, 10 ans, 12 ans, à l'adolescence, c'est ça. Là, ils en perdent, ils en gagnent, ils trouvent des nouveaux amis. Là, je te dirais qu'on le ferait peut-être plus. On ne repartirait pas demain matin. Moi, j'ai un cerveau où tu me plantes une graine dans la tête, puis ça va arriver. J'ai un cerveau qui est capable de manifester pas mal n'importe quoi. Fait que ma femme, j'ai déjà dit, c'est comme... Ça m'avait dit, je suis tanné d'habiter au Québec. Ça faisait 2 ans qu'on était revenu au Québec, on était en pleine COVID. Elle a dit, je m'ennuie un peu des États-Unis. OK. Moi, je me couche le soir, puis là, je pense à des affaires. Puis une semaine après, le téléphone sonne, puis c'est Joël Bouchard, puis on a été à San Diego 1 mois après. On a été habiter là-bas 1 an. Ça fait 4 ans de ça, 3 ans de ça. Donc, tu sais, demain matin, ma femme me dira, j'aimerais ça aller habiter en Suisse, mais trouver un job là-bas, puis... Moi, j'aime ça. C'est sûr que, comme tu viens de dire, là, mes enfants ont 11, 9 et 8, ça pourrait être plus difficile, surtout pour mon garçon. La petite copine, c'est ça. Donc, il y a le hockey aussi. Donc là, tu es rendu avec des responsabilités d'arriver à l'école secondaire où moi j'ai été pour jouer à un sport-études. Fait que là, tu peux pas vraiment y enlever ça. Donc, ça met des freins un petit peu sur... t'as quand même bourlingué beaucoup, là. Ouais. Fait, je sais pas, j'ai noté comme 29 pays. C'est beaucoup. Là, on a parlé de discipline, de poignée de main dans le vestiaire, de franchise, ou enfin d'honnêteté, en tout cas, ou minimalement intellectuelle en étant... que les gens sont de nature plus conviviale, malgré le froid qu'ils laissent percevoir. Je voudrais mettre de côté le volet familial maintenant pour les adultes qui nous écoutent. Le volet indiscipline, fête, tes 8 années de célibat avant que tu te maries, parce que je suis toujours intrigué, moi, par les joueurs de hockey qui jouent dans, je sais pas, 30 villes qui ont des équipes dans la Ligue nationale, 32 même. 32 maintenant. C'est quoi les top 3 villes? Ouf. Que tu pourrais t'aurais pu vivre là, à l'époque? J'aime beaucoup New York. J'ai toujours été attiré par cette ville-là, tu t'en vas au Madison Square Garden, c'était mon building préféré de base. J'ai toujours bien joué là-bas. L'histoire de ça, tu sors de ton hôtel, tu marches au Madison Square Garden, puis tu rentres, puis là, c'est l'aréna, la glace est au 4e étage. Fait que là, tu as une longue marche à faire où l'autobus, elle monte, mais toi, il faut que tu la marches. Puis tu sais, c'était des bonnes jambes pour la game tout de suite, mais tu sais, la couleur du building, quand tu joues, tu as une énergie où là, ils vont montrer tous les artistes qui sont là, les gens importants. Donc, le Garden, puis la ville aussi, tu sais, la veille de la game, tu arrives là, puis tu vas souper dans les meilleurs restaurants. J'ai toujours apprécié 24 Hour City. Là, c'est ça. Il y a des affaires à faire là-bas. Je te dirais, pourquoi ça sort comme ça, mais Nashville est le fun. Nashville, là, c'était un petit strip, une petite rue, mais on allait là, on déposait nos sacs, puis on allait au Tootsie's, admettons, qui est un bar mythique de country, où tous les plus grands chanteurs country sont là. Puis, je vais te donner un exemple. Ma dernière saison avec les Bruins de Boston, j'étais avec Tuukka Rask, qui aime beaucoup le country, qui est un gars de la Finlande, ce qui est drôle quand même, mais il joue de la musique un peu. Achy Breaky Dance. Ouais. Exact. Mais on avait arrivé, puis à la fin, tu peux typer pour demander des chansons. Il avait typé pour que j'aille chanter, moi, sur stage. C'était Sweet Caroline. Fait qu'on avait fini la soirée là. Donc, tu as une rue avec tellement de vie. Là. Puis j'avais fait un voyage familial avec mon père. T'sais, une fois par année, les équipes de Ligue nationale, ils amènent soit le père, la mère. Là, c'est rendu qu'ils amènent pas mal tout le monde. Mais j'avais fait un voyage, puis j'étais blessé. Fait que j'avais sorti avec les pères tout le week-end. On était à Nashville. Puis on avait eu une fin de semaine de rêve. Là. Donc, Nashville, c'est toujours le fun. Puis une troisième, je te dirais... Dallas. J'aime beaucoup Dallas aussi. Ouais. Ah oui? Bon. Quand une équipe de vedettes de la Ligue nationale arrive dans une ville pour un match, ou même localement, là, je présume qu'il y a des fans finis. Là. Moi, je ne pourrais pas te nommer beaucoup de joueurs dans la Ligue nationale, mais des fans qui attendent à l'hôtel, qui sont rentrez-vous par la porte d'en arrière comme le président des États-Unis, ou comment on s'imagine
à tort ou à raison, qu'il y a beaucoup de party animal là-dedans, puis que surtout ceux qui sont célibataires, ils font la fête pas mal, puis on se dit, bon, mais est-ce qu'il y a un débalancement entre le gars doit performer sa glace la veille ou le lendemain. Si c'est la veille, c'est moins pire, mais puis le paquet de filles qui peuvent monter dans vos chambres à queue leu parce qu'ils vous demandent des autographes, puis si on fait fini, parce que vous êtes des vedettes. Ouais. Comment le statut de vedette est-il perçu dans le milieu des voyages, toujours, dans le cadre d'un athlète professionnel de hockey? Ben, faut pas oublier qu'on vient de Montréal. Hein. Fait que, tu sais, à Montréal, dans des marchés au Canada, oui, ça, c'est sûr que ça arrive, mais tu sais, t'arrives à New York, là, il n'y a pas des... c'est pas... Ils ne reconnaissent pas. Ben, non. Tu sais, puis là, tu t'en vas dans un bar, puis là, tu t'en vas, admettons, une table, un table service. Tu sais, là, ça peut arriver que tu l'apprends, puis oui, tu vas avoir plus d'opportunités, d'occasions. Mais oui, il y a toujours du monde en avant de l'hôtel. C'est toujours des fans. Tu sais, surtout nous autres, on joue avec Sidney Crosby. Là. Fait que tu sais que t'as des... Mais c'est surtout les chasseurs d'autographes qui vont attendre avant que tu rentres à l'hôtel. Okay. Fait que ça, t'as les chasseurs d'autographes, tu signes tout ça. Mais après, normalement, tu vas choisir un restaurant, puis tu te donnes rendez-vous là-bas. Puis la game a changé aussi, elle a évolué beaucoup. Là. Moi, j'ai vécu dans... Les gens te laissent en paix, là. Ben, c'est pas juste ça. C'est que moi, j'ai vécu dans... On appelle ça le hockey old school, là. Tu sais, mes premières années, c'était les dernières années de... Avant que le goaler ait un masque, là, c'est ça? Non, ben peut-être pas old school de même. On parle de qu'est-ce que les gars faisaient hors glace. Tu sais, c'était beaucoup plus... C'était des hommes, c'était des gars où ce que tu finissais... tu débarquais de l'avion, puis tu avais le vétéran dans l'équipe qui disait « OK, à 3 heures, on se rejoint à la brasserie. » Puis là, c'était pas optionnel. Tout le monde fallait, on dépose notre sac, on allait prendre une bière, puis tu prenais une bière, 2 bières. C'était-tu pour faire le... team spirit, team building, ou si c'était pour partir sur le party? Non, c'était pour faire du team building, je te dirais. Mais il y en avait qui prenaient une bière, puis après ça, ils s'en allaient souper, faire leur affaire. Il y en avait qui retournent à l'hôtel. Mais il y en avait normalement un quart, la moitié de l'équipe. Puis eux autres, ils continuaient, puis là, ils soupaient, puis après ça, ils allaient prendre une autre bière. Puis... Fait que ça, c'était le old school. C'est pour ça que je dis que la game a évolué, parce que maintenant... c'est beaucoup moins comme ça. Tu vas avoir les opportunités que tu vas voir dans le calendrier. Là, on est sur la route. Puis on reste à coucher après le match, parce que la veille du match, les gars font plus la fête. Là. Nous autres, dans nos premières années, on le faisait un petit peu plus pareil, on se donnait cette liberté-là. Puis une pratique du matin, il y a toujours une pratique le matin du match. On appelle ça un morning skate. Le morning skate a été inventé... Pour casser ceux qui faisaient trop le party la veille. Non, pour suer l'alcool la veille. Pour que les gars, admettons, t'arrives, tu sors un peu le matin... Prenait du billard. Oui, ça n'existait pas encore. Éliminer l'alcool, ça n'existait pas encore. Il faisait souffrir ceux qui avaient fêté trop. C'est ça? Oui, exact. mais maintenant, c'est que les gars sont tellement sérieux. Tu sais, les jeunes qui arrivent dans la ligue, tu regardes un demi-dog, ils ne boivent pas. Tu sais, c'est sérieux. Donc, c'est plus des machines. Dans le temps, c'était comme la mode, c'était comme ça que ça se passait. Puis même ma première année avec Sidney Crosby, ben je vais toujours me rappeler, on avait été prendre une bière la veille d'une game, puis tout ça. Puis là, on se retrouve dans le taxi, on retourne à l'hôtel. Puis Sid, il me dit, ça devrait pas être comme ça. C'est comme lui, il arrivait du junior, là, il avait 18 ans, puis il réalisait que, tu sais, si on veut performer demain, tu devrais... Il s'auto-astreignait à quelque chose de plus sévère que la norme prescrite par l'équipe. Puis ça il est arrivé l'année d'après, à 19 ans, le coach fait congédier, tous les vieux sont partis. Puis là, on a parti notre culture à Pittsburgh sous le leadership de Sidney. T'sais. Donc, lui, il a bâti un petit peu la nouvelle ligue, que c'est beaucoup plus sérieux. Puis avec raison, là, c'est des athlètes professionnels. Mais dans le temps, oui, pour répondre à ta question de base, c'est que, tu sais, on a eu du fun. On s'amusait, puis c'était pas tout le temps sérieux. Là. As-tu un scoop, là? Non. Non, faudrait pas que je parte sur mes vieilles histoires, ça finirait pas. On va les laisser où ce qu'elles sont. Un anachronisme, là, pas jusqu'au patin à 4 lames, là, mais on va reculer dans le temps de ta vie à toi. Ta première initiation au voyage, tes premiers souvenirs semblent être autour de la Californie, je pense, c'est ça? Oui. Veux-tu nous en parler un petit peu? Ben, C'était au niveau de... C'était pas professionnel, c'était juste que tu t'en allais en vacances. Non, c'était professionnel. C'était professionnel. Tu as voyagé avec tes parents avant, non? À Ogunquit, je sais pas. Une fois, on était en Floride, en voiture. OK. Fait qu'on descendait en voiture en Floride. Mes grands-parents avaient une maison mobile là-bas. Fait qu'on était partis, on était à Walt Disney, tout ça. Mais c'était mon seule expérience vraiment de voyage familial. Puis quand j'ai eu 16 ans, 17 ans,
justement, c'est le camp. La première fois que j'ai rencontré Sidney Crosby, c'était pour un camp de hockey avec CA. Mon agent Pat Brisson, qui est québécois, il vient de Valleyfield. Il invite toujours les joueurs leur année de draft en Californie pour faire un camp d'entraînement. Fait que là, c'est la première fois que j'ai pris l'avion, puis que j'étais laissé à moi-même un petit peu à 16 ans. Là, il y avait pas une affaire avec Luc, justement, Luc Robitaille, de patin, l'été, sur patin à roulette, là, puis tout ça. Oui, lui, je jouais là dans ce temps-là, oui, exactement. Fait que, en fait, Pat, c'est un joueur... OK, mais c'est asphalte. Là. C'est ça. Puis c'était populaire en Californie, dans le temps des Roadrunners aussi. On avait une équipe à Montréal, mais fait qu'on allait là-bas. On s'entraînait dans le sable. Pas Yvan Cournoyer avec les Roadrunners? Non, c'était son surnom. Ça, c'était son surnom, mais je pense pas qu'il n'était pas impliqué là-dedans. Non. Fait que là, c'était ta première incursion, mettons, à 16 ans quand même, t'es vert, là. Oui, j'étais vert, mais j'ai pas resté... J'ai pas resté vert longtemps. J'étais quand même... j'avais 2 frères plus vieux quand... Dans le fond, j'ai 2 frères plus vieux, donc j'étais quand même un petit gars très mature pour mon âge, là, tu sais, qui vivait par les erreurs de ses frères, puis qui apprenait, qui essayait de les suivre. Donc, pour moi, c'était très cool d'être laissé à moi-même avec 2 autres Québécois là-bas. On en a profité quand même si c'était un camp dans une chose sérieuse. On s'est retrouvés dans... Tes frères jouaient-tu au hockey aussi? Ils n'ont pas joué jusqu'à midget. Là. Ils ont joué jusqu'à midget. Puis j'avais un frère qui a été au Vieux-Montréal en football, mais pas des athlètes. Fait que tu as découvert la liberté, en fait, puis le début de ton autonomie ou de ta responsabilité professionnelle en Californie, c'est ça? Oui, mais si j'y pense bien, là, l'année d'avant ça, j'étais junior majeur, puis j'avais été repêché à Rouyn-Noranda. Donc, mon premier souvenir de vraie liberté, c'est ça, c'est que je m'en vais, mes parents me droppent à Berry-UQAM au mois d'août, puis je pars avec ma valise, mon sac de hockey, puis je m'en vais à Rouyn-Noranda, en Abitibi, pour mon camp d'entraînement. Puis là, j'arrive là-bas, puis là, ma famille de pension vient me chercher, une famille que tu connais pas, que tu n'as jamais rencontrée. Puis là, tu te retrouves un soir dans une chambre d'une famille que tu connais pas, à Rouyn-Noranda, en tant que jeune de 16 ans, dans une équipe de vétérans. Ça, c'était mon premier vrai... OK, là, je suis... Mais au moins, c'est francophone, c'est québécois, ça parle... Exact. Ils mangent de la poutine, c'est moins des paysans que... C'est sûr. C'était pas des paysans, mais c'était la première aventure de... OK, je suis rendu un jeune adulte, là, d'une certaine façon, à 16 ans. Tu as parlé d'une folie dont je suis pas fier, de mon fils de 15 ans. On n'en parlera pas. Ah, OK. Quoi d'autre? L'impact sur les voyages des enfants, on en a jasé un peu. L'aspect festif aussi, bien entendu. J'ai vu aussi que tu avais eu, parce qu'on parle de Party Animal, ou enfin l'époque, la belle époque ou l'ancienne époque, ils ont nommé un trophée Maxime Talbot au collège Antoine Giroir, où tu allais. Où tu jouais pour les Gaulois du collège, là. Pour ton implication sociale, ça voulait-tu dire ça que tu étais un bon organisateur de party? C'était quoi? Toujours été. C'était ça, là? Toujours été. Ben non, mais c'est... As-tu une bibliothèque, un aréna, une rue dans Ville-des-Moines ou quelque chose? Non, j'ai... non. Monsieur ou madame la mairesse de Ville-des-Moines? Ben, j'ai habité à Saint-Bruno. J'ai vécu 2 ans à Chenille-le-Moine. J'ai vécu 2 ans là-bas, puis après ça, j'ai été habité à Saint-Bruno. Ah, OK. Ça arrive sud, puis... Alors, c'est bon pour le maire de Saint-Bruno aussi. Oui. Mais mon gilet est accroché dans l'aréna, puis... tu sais, l'implication sociale, ça vient de mon côté humain ou... tu sais, que j'ai toujours, même dans la Ligue américaine aussi, quand j'étais à Wilkes-Barre, j'ai gagné ce trophée-là. Dans la Ligue nationale, je l'ai gagné 1 an aussi. Serrer des mains, aller livrer de la pizza à des fans qui attendent en ligne pour avoir des billets, des choses comme ça, des visites d'hôpital. J'avais ma fondation Max Talbot à Pittsburgh, j'ai ma fondation ici avec mon chum Bruno Gervais. Donc, s'impliquer dans la société en tant qu'athlète, ça a toujours été super important pour moi parce que, veux pas, on parlait d'être reconnu, d'être connu lorsque tu voyages, mais dans ta ville aussi, on dirait que c'est ça que... C'est pas que je m'ennuie, parce que je suis quand même un peu reconnu ici, puis on ramasse de l'argent pour ma fondation ici. Mais tu sais, quand tu arrives vraiment, puis tu joues pour une équipe, puis les gens te reconnaissent vraiment, c'est le fun d'aller faire un impact dans un hôpital où tu sais, les gens te voient avec ton gilet, puis là, c'est Maxime. Puis, tu sais, tu peux changer la vie ou la journée d'une personne, pas la vie, mais la journée d'une personne. Un geste à la fois. Un geste à la fois. Effectivement, moi, on se connaît pas depuis très longtemps, mais j'ai tout de suite senti que tu avais
tu avais vraiment une personnalité attachante, mais qui avait une bonté ou enfin un cœur qui était très porté vers l'implication sociale, vers autrui, vers la véracité. Tu sais, on sent que c'est pas fauné ce que tu racontes. Tes implications sociales, tu as fait un voyage, mettons, humanitaire en Haïti. Oui. Alors, déjà, ça démontre... Ben, tiens, parle-nous-en donc de ce que... comment tu as vécu ça, voir ou enfin témoin de la misère des autres? Oui, bien, c'était après le tremblement de terre c'était Port-au-Prince qu'il y a eu le gros tremblement de terre. Puis nous, on a été faire un voyage humanitaire à Cap-Haïtien, donc qui était à 2-3 heures, je pense, de Port-au-Prince. Puis bâtir un orphelinat là-bas. En 2010, j'ai découvert qu'on avait un pasteur dans l'équipe qui venait une fois par semaine dans la chambre pour jaser au gars. On sait qu'aux États-Unis, la religion est un petit peu plus présente. Puis on était 5-6 gars qui se rencontraient une fois par semaine pour lire des histoires de la Bible puis amener des choses, des situations de la vie concrète. Donc, Brad Anderson, qui est un pasteur, il s'impliquait beaucoup aux États-Unis, pas aux États-Unis, pardon, en Haïti. Donc, j'ai parti ma fondation Max Talbot, puis on a ramassé 500 000 $, puis on a été aidé pour bâtir un orphelinat là-bas. Donc, tu t'arrives là. T'es allé porter l'argent ou t'es construit physiquement? Ou voir la construction. Voir la construction. On habitait dans un orphelinat. T'es allé ou t'es pas allé? Oui, j'ai été. T'es allé, okay. J'ai été. Puis on habitait dans un orphelinat là-bas. Puis de voir ça, c'est sûr que ça change une vie. Ça change la perception là, de la chose. J'ai vu ça chez Mère Teresa à Calcutta, en Inde. Là. Ça chamboule. Là. Tu sors de là... Ouais, tu vois que ça existe pour vrai. C'est une chose de le voir sur la télévision. Ouais, c'est ça. Mais quand tu leur parles, puis quand tu vois un enfant qui est oui, un orphelin, mais qui n'habite pas à l'orphelinat parce que lui, ça ne tente pas, mais il va coucher dans la rue avec ses amis qui a 5 ans, là, qui se promènent la nuit, puis qui trouvent des places où coucher, puis les orphelins qui sont là-bas, ben c'est ça, qui n'ont pas grand-chose. Chance que l'Église là-bas les aide, puis... mais c'était... Quand tu relativises tout ça, là, la misère ou la pauvreté ou les difficultés là, juste de manger, de se loger, ou enfin que tu vois cette difficulté-là des gens par rapport à toi qui est quand même dans le confort, tu as des sous, tu as une famille, tu as une belle maison sans doute. Est-ce que est-ce que tu te remets en question, je sais pas, sur la surconsommation, sur la spiritualité, sur les vraies valeurs de la société moderne? Je sais que tu es allé faire un petit splurge là, de survie avec Guillaume Dulude. Là. Ouais. Alors ça, c'est-tu des... Quand tu fais des choses comme ça qui te ground, comme aller bâtir un orphelinat ou de vivre une expérience en survie où tu réduis les besoins au minimum de ce que tu as besoin pour vivre, là, ou pour survivre, en fait, est-ce que ça change ta perception de la société moderne? Je pense que oui, c'est sûr. On est rendu dans la philosophie, là, mais quand même, c'est les voyages qui forment ça. Exact. Je te dirais que j'aimerais avoir la chance de refaire ce voyage-là avec mes enfants. Tu sais, moi, je l'ai fait, j'avais 25-26 ans. Donc, celui avec Guillaume Dulude? Non, celui en Haïti. Celui en Haïti. Pour qu'ils en prennent conscience. Exact, pour qu'ils en prennent conscience. Puis, tu sais, j'étais ailleurs dans ma vie quand j'avais 25 ans que je le suis aujourd'hui. Je le verrais même aujourd'hui d'une autre façon que je l'ai vu quand j'avais 25 ans, ce voyage-là. Mais oui, c'est sûr, la surconsommation. Pourquoi? Parce que tu peux faire une différence que tu ne pouvais pas faire à l'époque? Non, je pouvais la faire. Parce que ça t'oblige à faire plus face à l'inconfort que le jeu de foutisme que tu peux avoir à 16 ans? Bien, quand j'avais 25 ans, je le faisais, pour vrai, j'ai bien fait ça d'une façon, parce que, tu sais, j'ai organisé une fondation chez nous, puis une fois que tu vois ces jeunes-là, ça te reste toujours en tête. Toujours, ouais. Mais j'aimerais ça pouvoir amener mes enfants là pour justement les faire réaliser c'est quoi pour vrai, parce que moi, je l'ai vu, je l'ai vécu, j'ai voyagé, j'ai mon expérience, mais eux l'ont pas encore. Eux sont dans le confort de... Même si tu leur dis ou s'ils le voient à TV, c'est pas comme le vivre. C'est ça. Puis moi, je viens pas grand-chose, j'ai rien de manqué, mais quand même, tu sais, mes parents ont fait des sacrifices beaucoup pour que je puisse jouer au hockey. Donc, je viens quand même d'un milieu où de m'avoir rendu où je suis aujourd'hui, ben, tu sais, j'ai beaucoup de gratitude, puis je l'ai fait le chemin. Mes enfants naissent dans ça. Ils naissent dans
un peu... Dans Watt, un peu. Dans Watt, exactement. Fait on essaie de trouver des moyens, ma femme et moi, justement, pour leur faire réaliser ça d'une certaine façon, parce que le confort... Qu'ils soient groundés par leurs propres référents, eux autres, en le vivant, des affaires comme ça. Exact, parce que leur référence n'est pas comme la mienne, comme à moi que j'ai grandi. Puis le voyage de Guillaume Duluth, ben c'était une autre chose, c'était pas humanitaire, mais c'était super. Toi avec toi-même. Exact, ça c'était Psychom Origine, puis j'ai été là-bas, là, 3 ans déjà. C'était où, ça? On a été à Port-Élisabeth, puis c'est à peu près à 2 heures de voiture de Port-Élisabeth, puis tu habites dans une hutte sur une réserve, puis tu as des défis de survie, certainement, apprendre à faire un feu, tu commences tranquillement, tout ça, puis tu finis avec une nuit en solo dans la jungle où tu as juste le droit d'amener 3 items avec toi. Fait que t'as ton flint pour allumer ton feu. Ah, c'est ça. Du BI. Une extension. Ouais. Non, mais une génératrice. C'est ça. Puis moi, j'avais amené juste mon flint, puis mon couteau, puis une bouteille d'eau. Fait que tu t'en vas, puis faut que tu fasses... Tu sais, c'est parce que ça n'existait pas dans le temps. Exact, c'est sûr. J'ai ramené du BI, là. Mais c'était quand même ça, c'était pour Tu faisais moi. Ça pourquoi? Pour l'introspection? Pour le défi? Tu voulais avoir l'air de savoir si tu avais une pâte à Bear Grylls? Non, certes, je te dirais que moi, j'aime beaucoup l'inconfort. Moi, je trouve qu'on grandit dans l'inconfort. C'est la seule façon de m'emmener d'être capable de se développer. Bien, il faut que tu vives l'inconfort. Si tu restes toujours dans l'inconfort, c'est impossible de se développer autant que... Donc, j'aime faire des affaires difficiles. Donc, pour moi, c'était d'apprendre des choses parce que oui, tu as la survie, mais tu as aussi la communication. Lui, c'est un maître en communication. Fait que comment être plus dans le moment présent. Puis ce soir-là, en survie, où tu es toute seule dans la jungle, qu'il y a des dangers réels, tu te retrouves sur le top d'une colline avec un troupeau de wildebeest, puis là, t'as rien, puis là, le taureau, il se rapproche de toi tranquillement, puis là, tu fais comme, qu'est-ce que je fais? Tu te retrouves vraiment toute seule. Puis le soir... Tu t'es pas posé la question si tu pouvais courir plus vite que lui, quand même. Non, il courait plus vite que moi, c'est sûr. Grimper d'un arbre, peut-être. Exact, puis de faire ton feu, puis là, il commence à mouiller, puis là, tu le changes de place en dessous d'un abri, puis là, tu t'organises, puis t'as juste un manteau, un couteau, puis là, tu te couches le soir, puis tu te dis, j'ai pas besoin de bien plus que ça. Tu sais, quand t'as un abri... Je pensais que t'étais pas dit, j'ai pas besoin de ça. J'ai un bon lit chez nous. Ah, j'étais bien. Je te le dis que j'étais bien, là. J'étais, tu sais, inconfortable, oui, mais j'étais comme, crème, t'es au milieu de l'Afrique, puis là, tu dis, j'ai un abri, j'ai pas peur de manquer de nourriture. Normalement, il faudrait la nourriture. 24 heures avec de l'eau, t'es correct. C'est exactement. Puis... Tu sais, c'est là que c'est surtout ça qui m'a fait réaliser que on a ben trop d'affaires, on est ben trop... T'es pas dans le moment présent toujours. Ouais. Puis, mais là, tu pensais-tu vraiment au moment présent quand t'es tout seul dans la jungle avec ton petit starter de feu puis ton affaire, ou tu disais parce que je dois vivre ça, ça m'oblige à avoir une réflexion sur le reste? Non, j'étais dans le moment présent, mais c'est resté avec moi que... Justement, j'ai pas besoin de tout ça. Quel genre d'expérience semblable tu voudrais faire vivre à tes enfants? Ou toi même? Bien, tout le voyage va amener beaucoup d'éducation aux enfants. Là, on arrive du Costa Rica, il y en a de la pauvreté là-bas aussi. Là, quand tu t'en vas, tu sors on a loué un Airbnb, tu sors, puis là, tu t'en vas surfer, puis tu vois justement des enfants, puis OK, t'es surfé, c'est près de Santa Teresa, puis tout ça. On était à Tamarando. Okay. Tamarando, on a loué une belle maison dans un beau quartier sécuritaire, tout ça, mais quand tu sors de ça, puis tu vois, je pense que ça les fait réaliser, mais il y en a plein de voyages que tu peux faire, justement. J'aimerais ça avec mon frère, avec mon fils, j'aimerais ça aller en Inde, des fois, juste faire du kung-fu, puis de la méditation, puis juste comme, hey, tu sais, on est très bons, là, ils n'ont pas d'écran, ils n'ont pas rien, on a été très bons avec nos enfants, là, mais tu sais, juste sortir du confort puis de faire quelque chose d'extrêmement difficile pendant 1 mois, 2 mois, puis tu sors de là changer, là, surtout à un âge comme ça, donc c'est des voyages que j'aimerais faire. Plus spirituel ou plus physique ou moitié-moitié, comme le Kilimanjaro, mettons, c'est une expérience physique difficile, faisable, mais qui a beaucoup de mental, je dirais. Oui. Parce qu'à un moment donné, oui, tu peux mettre un pas devant l'autre, là. Puis je recevais récemment Bernard Voyer qui a fait les 7 sommets puis l'Everest, puis il avait une belle attitude. Il dit, moi, quand je suis arrivé à l'Everest, c'est impossible que je monte ça, mais tout étant sécable, je l'ai coupé en slice. Puis je me suis dit, je vais faire cette slice-là, puis j'ai ramené les slices à un pas à la fois.
Mais tu sais, faire 28 000 pieds, c'est 28 000 pas, même plus. Fait qu'il ramenait ça à une perspective que le mental pouvait aussi, ou l'introspection, ces voyages immersifs-là peuvent être à la fois physiques, si tu aimes faire beaucoup d'exercices, ou purement simplement voir, comme tu as fait avec tes enfants au Costa Rica, voir la vie humaine dans son exposé le plus simple. Là, les gens qui sont dans la rue, ils mangent, ils pognent une noix de coco, ils ne demandent pas le dernier PlayStation. Là, non. Ben, j'aime les défis. Moi, c'est encore l'inconfort. C'est que, je trouve, j'adorerais faire ça, Kilimanjaro. J'aimerais ça. Parce qu'il y a aussi des voyages culturels. Ben, ma fille, on l'a appelée Florence parce que Florence, c'est une de mes villes préférées. C'est sûr qu'on va l'amener à Florence quand elle va avoir 10 ans. Dans 2 ans, on va aller à Florence. Mais ça, c'est un voyage culturel. Tu vas passer par Rome, tu vas voir le Colisée, l'histoire. Je trouve ça le fun aussi en amont. Regarde, on va s'acheter des livres, on va lire sur... Rome, c'est quoi César, c'est comment que ça a été créé. Puis là, tu arrives là-bas, puis tu le vis. Ça, je trouve ça qu'il y a une grosse valeur à ça aussi. Tes enfants s'impliquent-tu ou s'intéressent-tu? Oui. Parce que ça, rentrer quelque chose dans la gorge à un enfant qui veut pas, c'est... Non, ils sont curieux. Ils sont curieux. Ils ont ce petit côté-là de moi qui sont curieux. Ils lisent beaucoup aussi. Fait que, ils ont l'intérêt. Je pense qu'ils n'ont pas la maturité encore. À 11, 9, 8, c'est encore jeune un petit peu, mais ça s'en va vers... À 11 ans, c'est curieux. Ça commence, ça pose beaucoup de questions. Oui. Ça s'intéresse à peu près à tout. Oui. Ils sont pas limités dans leur... ils n'ont pas d'ornière. Tout le monde leur est ouvert. Là. Et puis, souvent, ça aide à faire des meilleures personnes après quand ils sont grands, je pense. Parce que si tu apprends, si tu es une éponge, puis que tu es curieux, puis que tu apprennes sur le Colisée de Rome ou sur le David de Michel-Ange à Florence ou ailleurs, tu deviens plus tolérant parce que tu comprends plus. Puis si tu es plus tolérant face à l'humanité, ben tu risques de colliger des valeurs humanistes sur les arts, sur les sciences, sur les peuples, sur les cultures, qui te donnent une ouverture d'esprit qui fait en sorte que généralement, tu as moins de guerre, tu as moins d'aversion envers ton prochain qui n'est pas moulé dans le même moule que toi. C'est une grande chance que tu as si tes enfants se font, selon moi, là, s'ils sont, dans le même moule que toi. Il faut être curieux puis se poser des questions. Oui, ma femme aussi. C'est moi, normalement, qui va prendre le lead sur les voyages, qui va organiser. Ma femme, elle sait même pas la moitié du temps, il est où son passeport. Fait que c'est moi qui gère quand on est en vacances. Elle la gère chez nous pas mal plus que moi, mais en vacances, c'est moi. Mais je trouve l'ouverture... L'inconfort, elle aime ça? Moins que moi. Fait qu'elle est capable, mais... Laquelle, c'est 5 étoiles ou auberge de jeunesse? Non, pas auberge de jeunesse, pas 5 étoiles. Elle est capable, tu sais, d'entre les deux, mais plus... la toilette dans la chambre, pas à l'étage. Exact. Ça, moi, ça me dérange pas mal moins. Mais les enfants, tu sais, ça dépend c'est quoi le but du voyage. Mais je trouve que c'est important pour les enfants d'être curieux puis de s'intéresser puis d'avoir une ouverture. Tu sais, comme on parlait avant d'entrer en ondes, là, tu sais, d'être capable de faire ses propres pensées, d'aller au bout des choses, où est-ce que tu vas aller chercher ton information, où est-ce que, tu sais, c'est pas tout noir ou blanc. Pensée critique. Exact. Challenger, poser des questions, fouiller, pas prendre le premier post qu'Idam a mis sur le show, puis tu prends ça pour avérer, puis tu fonctionnes en fonction de ça après. Là, tu sais. Exact. Tu disais que des destinations futures ou des intérêts pour l'exploration, tu avais mentionné en pré-entrevue que dans les prochaines années, l'Asie, l'Australie, l'Inde, mais avec un peu de retenue pour l'Inde. Ouais. Raconte-moi donc ça. L'Asie, j'ai joué au hockey à Shanghai, dans les Russes. Tu parlais de 7 fuseaux horaires, puis 10 heures d'avion. Là, ça, je l'ai fait quand même parce que souvent. Vous traversez pas jusqu'à Vladivostok, là, quand même? Ah, ouais? Il y a 2 équipes. Je rêve d'aller là. Pour vrai? Il y a une équipe à Amur, puis il y a une équipe à Vladivostok, donc les deux, la côte Est. OK, fait que tu peux faire 10 heures d'avion pour aller jouer un match intramuros là, à l'intérieur de la Russie. Tu vas, la Ligue, OK. Oui, il y a 3 équipes complètement à l'Est. Il y a 2 équipes en Sibérie, 3 équipes complètement à l'Est, là, juste en dessous de la Corée, qui est Amur, Vladivostok, puis Shanghai. Donc, on allait faire ce trio-là de villes, puis on revenait.
Puis il faut que tu arrêtes en Sibérie pour gazer ton avion après 5 heures de vol. Ouais, Puis à un moment donné, justement, l'avion... Ils n'ont pas des vols, il n'y a pas des avions qui font 19 heures de vol? Là? Non. Parce que Singapore Airlines fait un vol direct New York-Singapour. Exact. On n'a pas 18 heures. On n'a pas c'est des immenses avions, c'est des avions analysés. C'est des Tupolev, là. Ouais. Tupolev 9, là, avec des braisiques, des choses. Bon, pas tant que ça, mais c'est un... Des tie wraps. Un moyen. Ben, où ce que j'ai joué à Yaroslav, c'est là qu'il y a eu un accident d'avion en 2011. Moi, j'ai joué en 2016, mais il y avait une équipe complète qui est décédée à Yaroslav. C'est-tu parce qu'il avait perdu au dernier championnat du monde? Non, mais il y a beaucoup de théories du complot. En Afrique, là. Ouais, il y en a beaucoup parce que Poutine était en ville pendant que ça s'est passé. Puis tout ça, il y a énormément de théories du complot sur cet accident d'avion-là. Puis il y avait une très bonne équipe cette année-là avec plusieurs joueurs canadiens. Donc, ça va être un grosse tristesse, là. Donc, on allait au cimetière On a-tu su la fin de l'histoire? Une faïence mécanique ou... Ben, ça dépend de ce que Poutine, tu y a-tu veux. un clone, Poutine? Ou c'est un complot? C'est une Il n'était pas dans l'avion, mais ça dépend quelle nouvelle, quelle théorie du complot que tu veux croire. Là. Mais de Vladivostok, tu peux prendre les îles Aléoutiennes, puis t'en aller jusqu'en Alaska. Je ne sais pas si ça se fait. Là. Ah ouais? Il y a comme un petit chapelet. Parce que, tu sais, comment elle s'appelle? Sarah Palin, elle disait qu'elle voyait elle était gouverneure de l'Alaska, l'ancienne candidate pour la vice-présidence américaine. Puis elle disait, oh, non, moi, je vois la Russie de ma fenêtre, tu sais. Puis les gens ont ri d'elle pendant longtemps, mais techniquement, quand il fait 24 heures de soleil par jour dans l'Arctique, là, au bout des dernières îles américaines de l'Alaska, parce que ça finit comme une trompe d'éléphant un peu, tu as les premières îles russes dans la même faille géologique, puis tu peux théoriquement voir la Russie des États-Unis. Tu sais. Puis j'ai un ami qui a fait toutes ces petites îles-là. Fait que je me dis, puis tu finis à Vladivostok, puis après ça, tu peux aller à Pyongyang, en Corée du Nord. Il y a un vol. Puis après ça, tu peux aller à Beijing, en Chine, tu sais, qui a un vol entre Pyongyang. En fait, c'est la seule place qui a un vol commercial pour les touristes comme moi. Là. Mais Vladivostok, c'est une belle ville. Ils appellent ça... C'est vraiment... Une gang de Russes alcooliques finis, perdus, reculés par le tonnerre, comme dirait mon père. Non, parce qu'ils appellent ça la Californie de la Russie. OK, fait que les riches, ils s'en vont là se faire des dachas. Les riches vont à Sochi ou à Dubaï. Sochi, les riches qui n'ont pas de visa, ils vont à Sochi. C'est leurs vacances, c'est là. Puis les riches qui ont leur visa... Depuis les Jeux olympiques de Sochi ou après? Ça s'est amélioré beaucoup. Mais tu sais, comme Poutine, ils ont des maisons de vacances là-bas, tout ça, à Sochi. Puis sinon, ils vont à Dubaï. Tu sais, la place de vacances des Russes qui ont de l'argent, ils vont à Dubaï. J'ai été 2 ou 3 fois avec ma famille pendant les breaks nationaux à Dubaï. Mais Vladivostok, c'est pas la Californie, là. Mais c'est sur la côte, puis il y a la plage. Un genre de Californie sibérienne. C'est ça, exact. L'hiver, il doit faire froid, là? Oui, mais quand même un peu moins froid que dans le milieu de la Sibérie. Exact. À Yaroslav, là, il faisait plus froid qu'à Moscou. C'est sûr, mais c'est un froid... Tu sais, c'est pas comme au Québec où il va faire froid, ça fond, c'est humide. C'est humide, là, non? Mais si c'est sec, c'est plus supportable. Oui, mais ça restait toujours froid, toujours blanc. Ça restait glacé, puis on dirait que c'est un climat... C'est ça, fait que tu sais à quoi t'attendre plus. T'as jamais eu peur, aussi, des camps de concentration? Non, puis c'est drôle parce que pendant que j'étais là, moi, il y avait une basketballeuse... C'est ça? Oui. Basketballeuse américaine qui avait été arrêtée aux douanes avec une vapoteuse avec du THC. Puis ils l'avaient gardée en otage longtemps, puis ils ont été obligés de négocier son release. Ça s'était produit. Puis aussi, une des peurs que j'avais, c'est que moi, côté financier, le rouble, genre 5-6 ans avant moi, il avait chuté de 50 %. Fait que t'es payé en rouble. Payé en rouble? Payé en rouble. Puis moi, j'ai pris le risque de garder mon argent en rouble pendant que j'étais là-bas. Des fois, je faisais des petits transferts. Je jouais avec la monnaie. Je le changeais en US ou en Canada, dépendamment des taux de change. Mais j'ai gardé la majorité en rouble parce que dans ton compte de banque, la banque te donne 7 % d'intérêt dans ton compte chèque, tax-free. Fait que tu gardes ton argent en rouble, puis c'est un moyen d'investir où moi, je vivais ces intérêts de mon compte chèque, là. Fait que je me disais, tu as un haut taux d'imposition? Tu avais coupé les ponts avec le Canada, fait que tu étais imposé avec le... Oui, c'est une des raisons pourquoi aussi... mais tu prenais le risque de devise, le rouble. Oui. Exact. En Argentine, je suis allé en Argentine, tu achetais l'année passée, là.
Il y a 2 ans, Camille est rentré, la journée des élections. J'aime ça aller dans des places où il y a des élections, puis ça brasse un peu. J'étais allé en Georgie faire ça. Tu devrais aller au Venezuela? Oui, c'est le seul pays des Amériques que j'ai pas fait. J'attends que ça se calme encore c'est ça, parce que t'as beau faire une petite raide de chaloupe pas loin de Caracas, tu peux te faire bombarder par le Grand Orange. Là. Non, je vais attendre un petit peu, mais en Argentine, l'inflation puis la dévaluation des monnaies, en Amérique du Sud, souvent, c'est arrivé au Cruzeiro au Brésil jadis, ça descend vraiment du jour au lendemain. En 1922, le marque est passé de 4 au dollar à 4 millions de dollars. C'est ce que tu as dans ton compte de banque, ça vient de s'éteindre. C'est un risque. J'ai gamblé. J'ai vraiment gamblé. Il n'y a pas possibilité qu'ils te payent en US ou ils te l'offraient? Non, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Il y a juste à Minsk. C'est drôle parce que leurs amis coréens du Nord, quand je suis allé en Corée du Nord, je me suis dit, haïssent les Américains pour vouloir les bombarder à tous les jours. Là. Ils ne prennent que des dollars américains. J'étais abasourdi. Voyons, puis je voulais acheter un dollar, pas un dollar, mais une monnaie locale. Puis eux autres, ils payaient avec la monnaie locale en Corée. Là, puis toi, tu touches pas à ça. Là. Puis c'était juste des dollars américains. Puis tu payes ton voyage d'avance en dollars américains. Fait que, il y avait comme une contradiction éthique, à tout le moins, entre les babines ne suivent pas les bottines. Fait que je pensais qu'ils t'auraient donné l'option, vu que tu es un expat, de te payer dans une autre devise que le rouble. Non, fiscalement, c'est seulement du rouble. Intéressant. Il y a juste en Biélorussie, puis en Finlande, qui payent en US. Donc, en Biélorussie, l'équipe de Minsk sont payés en US, mais sinon, toutes les équipes en Russie. Fait que t'as pas eu peur. T'as pas eu peur là, mais t'as eu peur au Mexique, on m'a dit. J'ai entendu ça, là, au Mexique. Là, on a terminé là-dessus. Raconte-moi donc. Je viens de... Ta petite galère au Mexique. Ouais, jeune de 17-18 ans, je m'en vais au Mexique avec mon meilleur ami à ce moment-là, Jean-Michel Daou, qui était mon coéquipier. Puis on dit, on s'en va au Mexique, puis on s'en va à Cancun, puis... Fait qu'on allait au Cocobongo en taxi le soir, puis là, un soir, on revient au Cocobongo, du Cocobongo, puis là, on est devant l'hôtel, on a pris quelques consommations, puis là, on voit, souvent des scooters qui passent pour livrer de la pizza le soir. Fait que là, moi, je me dis, on va attendre, c'est bon la route. C'est entre Cancun, puis c'est au kilomètre 6, là, ça? Non, c'est pas ça? Je suis déjà allé, là. Ça se peut, mais on est devant notre hôtel. Il y a des taxis louches, là, ouais. C'est ça. Puis, tu sais, chaque jour, tu vas justement à Cancun, puis tu vois la prison qui n'a pas de fenêtre, puis que tu fais comme, je voudrais pas finir là. Fait que j'arrive en face de mon hôtel, puis là, je me dis, c'est une bonne idée, on va juste essayer de flaguer de la pizza, en scooter. Puis on était comme ça, puis à un moment donné, c'est un char de police qui arrête, puis il nous interpelle, puis mon chum, là, qu'est-ce qu'il y a? Puis il parle seulement mexicain, espagnol, on parlait pas mexicain, donc espagnol. Je finis que j'ai les menottes dans Parce que tu élais un livreur de pizza. Ouais. Puis c'était quoi le crime? Ben là, j'étais là, moi, est-ce que tu veux de l'argent? Est-ce que il t'accusait de quoi? Je comprenais pas. Mais j'ai rien fait d'autre. Tu sais toujours pas. Non. Fait que ça a duré un 10-20 minutes. Je pensais qu'il était pour te dire, il y a un spécial sur deux larges pour le même prix. Pour le non, même pas. Même pas, j'ai pas. Alors, il voulait un backchiche, il voulait peut-être de l'argent. Exact. Corruption, puis j'aurais offert de l'argent, puis tout ça. Puis à un moment donné, je suis même assis en arrière, la porte est ouverte, puis je dis à mon chum, est-ce que je peux encore? Ton chum aussi, là? Oui, mais lui, il s'est pas fait arrêter. Fait que je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Problème d'attitude, peut-être? Baver le policier? Hey, non, c'est pas mon style. Vérité, non, c'est pas mon style. As-tu mangé ta pizza, finalement? Il n'y a même pas de pizza qui a arrêté. Et moi, j'attendais des scooters, puis là, j'étais juste comme ça. Puis finalement, le gérant de l'hôtel est descendu, puis... il nous a sorti du pétrin, il nous a reconnus, on a nos bracelets. Puis il a commencé à parler en espagnol. Fait que j'ai pas été en prison, mais j'ai eu la frousse de... Ça a pas mal fini. Ça a pas mal fini, mais moi, je venais de me faire pêcher national. Tu sais, là, le gars, il savait pas ça. Là. Non, mais dans ma tête, moi, tu te fais arrêter au Mexique. Puis là, il y a un narratif qui sort. C'est ça. Il voulait louer une prostituée. Ils vont te faire juste d'être en prison, peinturer dans le coin. Là, juste d'être en prison. Mais peu importe pourquoi, tu fais comme, voyons donc. Fait que je pensais au pire. Finalement, t'es correct. Les expéditions, t'aimerais ça aller en Antarctique, là, en Amérique du Sud, Argentine, Chili, tout. Tout ce que tu dis. Je te le dis, moi, tu sais, ça me prend des buts, et là, on est dans une phase de notre vie où les enfants, justement, tu sais, c'est pas tant propice à ça, de partir un 10 jours. J'ai fait, là, 2 ans en Afrique, c'était mon âge de 40 ans, puis je suis comme, OK, là, parfait. Ma femme est super pour les voyages. Où t'es allé en Afrique? C'était Port-Élisabeth.
OK, en Afrique du Sud. Exact, Afrique du Sud. Puis, mais là, c'est juste les enfants, coach au hockey, les responsabilités, travailler à la télé, tout ça. Fait que c'est de trouver le temps pour le faire. T'es parti là. C'est quand même pas une place pour une semaine. Là. C'est non, loin. C'est ça. C'était 10 jours. Mais tu m'appelles, Sarto, si je m'en vais en Antarctique, je vais venir avec toi. Si j'ai un motif, un but, quelque chose d'organisé, je suis toujours bien. Je peux te dire, pour avoir fait l'Antarctique et l'Arctique, c'est les régions polaires, ça t'amène dans un état second. Là. C'est pas juste contemplatif de voir un immense iceberg passer devant ton bateau, mais de descendre puis de marcher sur les pas de Shackleton, à South Georgia, au South Sandwich Island, ou dans les Peri-Antarctic Isles. C'est assez cher, ce genre de voyage-là, mais j'y regarde sans arrêt, puis j'ai fait l'Antarctique en bateau de Cape Horn à Cape Town. Okay. C'est 6 semaines dans les mers les plus agitées de la planète pour aller à l'île Bouvet. Tu regarderas ça, je te raconte. Mais je l'ai écouté, celle-là. Puis après ça, j'ai fait l'Arctique en avion avec un de mes chums. Moi, j'étais copilote, lui était pilote avec un petit Piper Aztec 2 moteurs. Puis ma blonde comme navigatrice. Puis on a fait la Groenland, l'Islande, les îles Faroé. En tout cas, on a fait de la Floride jusqu'à Londres, puis on est revenu, les Shetlands, les Orkneys, puis tout ça. 94 heures de vol, 6 semaines. Écoute, il n'y a pas de mots pour dire que quand je fais un drift là, avec l'avion, mettons, tu joues avec les pédales puis le volant, tu peux baisser l'aile, mais continuer en ligne droite au lieu de tourner pour avoir des shots de photos des airs, là, ou même avec mon drone sur un iceberg, puis que tu recules, puis tu as juste de l'eau autour. Écoute, l'Arctique, l'Antarctique, c'est vraiment particulier. Dans les expéditions, évidemment, tu peux faire des safaris, des treks, des affaires comme ça. C'est toujours fort agréable. L'Amérique du Sud, c'est très accessible en termes de prix. Pour ceux qui aiment voyager low budget, pas trop d'avions, pas trop de décalage. Là, tu descends, t'as un vol, maintenant tu as un vol Montréal-Sao Paulo, puis tu es déjà proche du Brésil, du Machu Picchu. Tu peux faire beaucoup d'affaires pas loin, quelques heures d'avion. Là. Fait que, puis tu peux aller là pour, écoute, moi je suis encore en auberge de jeunesse malgré mon vieil âge, mais... Je prends tous les lits de la chambre, tu sais. Ah ouais? Je prends une salle de bain, puis je réussis à aller dans des... Parce que souvent, c'est pas une question de prix, là, parce que j'ai déjà été dans des hôtels un peu plus chers, mais c'est souvent Pays de Sainte-Catherine, tu sais, c'est downtown. Puis moi, ce que j'aime, c'est m'approcher des gens, souvent. Puis t'as l'air d'avoir la même patte que moi pour ça. Les relations humaines, rencontrer les gens, comprendre, puis vivre, je suis plus dans ce genre d'interaction-là, que tu as beaucoup dans les auberges de jeunesse, parce que tu rencontres un Allemand, tu rencontres, puis tu dis « Ah, j'ai fait ça, j'ai pas fait ça », puis tu découvres des choses que si tu es dans un Marriott, tu vas avoir la même Américaine avec son sac Louis Vuitton qui passe à côté de toi sans te regarder, tu n'as pas d'eye contact, tu n'as pas d'interaction, tu n'as pas de relation. Fait que j'aime ça quand même être au ras des pâquerettes, mais je suis un peu plus douillet que jadis, tu sais, fait que... La dernière fois, on est arrivé, je pense, du Mexique, on s'en allait à Bogota. On passait d'un hôtel à 1000$ par soir à un hôtel à 10$ par soir. Tu sais, fait que ma blonde a eu un petit choc là, quand on est arrivé à l'hôtel parce que c'est couché dans le lit. Moi, je dis, je vais coucher sur le lit d'en haut. Tu sais. Là, on avait loué 4 lits, là, mais puis, je sais pas, ça a pété le lit. Pas parce que je faisais trop dans bon point, il était mal fait. En tout cas, ça a cassé, ça a tout écrasé à terre. Elle dit, tu vois, c'est ça la différence entre l'hôtel d'hier et l'hôtel François. Je dis, non, mais regarde, chérie, il reste encore 2 lits. Fait qu'on a pris 2 autres lits. T'sais. On a mis tous nos bagages à terre. Fait que d'habitude, on prend un lit pour mettre nos bagages. Fait que ça fait surconsommation de prendre 4 lits, mais ça coûtait 12$. Là, c'était vraiment pas cher. Le lendemain, évidemment. Fait on s'adapte, là, mais j'essaye toujours, même si je prends un hôtel un peu plus douillet, d'avoir un upside humain ou de localisation qui va m'empêcher d'avoir 1 heure de commuting pour aller voir là où ça se passe. Si tu arrives, je sais pas, à Saïgon, puis tu couches à côté de l'aéroport, puis tu n'es pas dans le cœur de Ho Chi Minh City, que ça s'appelle maintenant, là, au Vietnam, c'est pas... moi, j'aime ça être là où ça se passe, tu sais. Il y a une vibe, il y a une interaction avec le peuple. Tu vas retrouver souvent des petits restaurants, des boui-boui de coin de rue qui sont
qu'il n'y a pas de tourisme, tu sais. Et ça, c'est magique, meilleur, là. hein? Ça, puis un cipro, c'est parfait, là. J'ai déjà accueilli un de mes amis, j'ai raconté déjà, je pense, mais pour la petite histoire, c'est drôle, parce que j'attendais mon ami Denis Bouchard, que tu connais, puis on n'était pas sur le même vol, mais on se rejoignait, je pense, à Katmandou. Non, c'était pas à Katmandou. C'était écrit en cyrillique, peut-être en Azerbaïdjan. En tout cas, c'était écrit Denis Bouchard, j'ai apporté tes Imodium, mais dans la langue locale. Écoute, tous ceux qui quand t'attends à la sortie, là, tout le monde était crampé. Lui, il sort, puis il comprend pas ce qui est écrit, tu sais. Puis il voit que tout le monde rit de lui, là, tu sais. On s'écrit toujours, quand il y en a un qui arrive avant l'autre, on s'écrit toujours une chose... ton ami, je sais pas, la dame t'attend, c'est 500 €. Là, c'est bon. J'aime ça être proche de l'action. Là, ouais. C'est une belle façon de voyager. C'est ça, ton attirance, dans le fond, pour les expéditions, pour l'inconfort ou pour les deux, en fait? Deux. Pour te grounder, pour la spiritualité que ça peut apporter, exact. etc. Mais je suis tellement curieux, un petit peu comme tu le dis, moi aussi, j'aime ça, aussi, m'imprégner des cultures, puis de comprendre, tu sais, les gens, comment ils sont bien dans où ce qu'ils vivent, puis qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis justement, dans une auberge de jeunesse, tu vas rencontrer des gens de partout. Là, puis c'est ça qui est le fun, c'est la communauté, l'apprentissage. Puis j'ai deux questions avant qu'on termine. Une, c'est une question innocente, puis l'autre est pour moi. La question innocente, avoir été en Antarctique puis en Arctique, tu sais, moi, je suis pas un complotiste, loin de là, mais j'aime beaucoup les théories du complot. Tu sais, à l'aéroport de Denver, admettons, il y a plein de théories du complot par rapport à l'aéroport. Il y a des peintures dans l'aéroport, puis tout ça. Il paraît qu'il y a des bunkers en dessous de l'aéroport de Denver, en cas qu'il y a quelque chose de nucléaire, puis tout ça. Il y a des terrains. Les barbelés sont pas du bord normal, admettons, comme pour... Paul McCartney est mort à 28 ans, parce que sur la plaque Abbey Road, de la coccinelle qui est à gauche, quand il traverse la rue, c'est marqué 28 if. Tu sais, c'est la plaque du Volkswagen qui est là, ou de la bagnole, puis à 28 ans, il serait probablement mort, puis c'est un clone, tu sais, des complots de même. C'est ça. En tout cas, mais ma première question, c'est en Antarctique, tu sais, j'entends souvent, il y a un mur de glace, puis il y a peut-être des civilisations en arrière, des affaires comme ça. Zéro chance. Zéro chance, hein? J'ai reçu Bruno Rodi, qui a fait pour le Sud à ski, Bernard Voyer, qui a fait le pôle Sud à ski, puis quand le podcast sera diffusé, je t'invite à l'écouter. Il est d'une poésie. Et il dit il raconte un peu comme quand il marche, il dit j'ai comme 65 jours, 11 heures par jour de ski, tout seul à traîner 350 kilos. T'es face à toi-même, là, puis tu peux pas te réchauffer avec ton petit réchaud pour faire ta soupe le soir, là, parce que t'en as juste besoin pour 65 jours, là, puis t'es juste tes mains, puis tu te demandes qu'est-ce qu'il y a après la prochaine crête, puis ça monte tout le temps. Il dit, c'est comme si t'étais sur une boule de crème glacée, puis t'es toujours en train de monter jusqu'à temps que tu arrives au pôle sud géographique, parce que le magnétique, il se déplace, là. Mais, puis les deux racontent pas mal, puis écoute, j'en connais d'autres qui ont fait le pôle sud, puis l'Antarctique, là, puis... Moi, j'ai pas fait ça, je suis pas en forme à ce point-là, là, mais zéro chance. Il n'y a rien, là. Écoute, il y a trop de documentaires. C'est contrôlé par 7 ou 9 pays. C'est le seul des... Dans mon temps, il y avait 5 continents. Maintenant, il y en a 7. Là. Ils splitent les Amériques puis tout ça, là, mais c'est le continent de l'Antarctique. C'est le seul continent qui appartient à personne. Parce qu'il est sous traité international où il y a 7 ou 9 pays qui se sont mis, c'est immense, là, c'est plus gros que les États-Unis, là, puis c'est comme en pointe de tarte. Puis si la partie, mettons, qui est proche de l'Argentine s'en va jusqu'au pôle sud, la partie qui est proche de l'Australie s'en va jusqu'au pôle sud, puis il y a des bases scientifiques que Bruno Rodi les a toutes faites, là. Puis tu peux pas normalement aller là, mais il a réussi à rentrer dans toutes ces affaires-là, des bases de recherche. Il y a eu des documentaires. Moi, je suis un fan fini de Ernest Shackleton. J'essaie d'acheter des autographes d'Ernest Shackleton. J'ai écouté le documentaire sur Shackleton. C'est quelque chose d'inouï. C'est un grand leader qui est un Britannique qui... Je pense que les Britanniques le considèrent comme le 5e au monde, ben pas au monde, mais dans les personnalités les plus importantes de l'histoire de l'Angleterre, du Royaume-Uni. T'as, mettons, Darwin, Shakespeare, Churchill, John Lennon, puis Shackleton. Avant
bien d'autres savants. Là, c'est le plus grand explorateur, selon moi. Il a échoué toute sa vie, toutes ses émissions. Il n'a jamais perdu un gars. Écoute, il y a un documentaire de 2 heures qui s'appelle l'Odyssée de l'endurance, qui est le nom de son bateau, que mes enfants m'ont fait en Lego, 3000 pièces, là, mais bon. Écoute, aller prendre un scotch sur sa tombe puis verser sa dernière gorgée sur les îles South Sandwich, c'est les explorateurs polaires, là, je suis allé à l'île Bouvet, justement, parce que c'était des grands explorateurs polaires qui passaient par là, de la Norvège, à Mousden, dans ce cas-ci. Personne n'a jamais fait le sommet, tu sais, fait on est allé faire une expédition là, on était les premiers humains à atteindre le sommet de l'île Bouvet, qui est le territoire inexploré sur la Terre le plus loin de quoi que ce soit d'autre, là. Il y a 2000 km d'eau autour. Fait que, c'est sûr qu'il n'y a pas... comment t'appelles ça, des Anonymous, là, ou je sais pas quoi. Là, Anunnaki. Des Illuminati. Oui, ou okay. une contrée secrète avec du monde qui vivent là, c'est zéro chance. Okay. Zéro chance. Okay. Ça, parfait. Merci. Ça, c'est une autre question. Ma deuxième question. Mais si tu as la chance d'y aller, vas-y. Ouais. C'est inspirant. Ben, si tu y vas, tu me le dire. Parce que je connais pas personne d'autre qui pourrait faire ça? Non. Ben voyons, tout le monde veut faire ça. C'est juste que c'est prohibitif. Mais qui pourrait l'organiser, puis c'est des fois... t'organiser ça. Je pourrais tourner n'importe quand. Merci. Ma deuxième question, tu te remets dans mes souliers à 41 ans, avec 3 enfants, une famille, tout ça. Quel voyage, admettons, tu me suggérais de faire? Pour toutes les raisons qu'on a parlé plus tôt, là, que ce soit la culture ou l'inconfort. Ou... ce que je comprends de ta blonde puis de la curiosité de tes enfants, pour un voyage familial, global, toute la gang ensemble, soft, ou un hard, là, c'est comme... Soft, je te dirais... Le Japon, c'est sur notre le Vietnam, c'est des paysans, Ouais. c'est sécuritaire. Les enfants vont y trouver leur compte, ils vont manger des noix, ils vont être contents. Ouais. Ça coûte pas beaucoup d'argent. Si tu vas, j'ai rien contre les Australiens, j'ai adoré la Nouvelle-Zélande en VR, ça c'est assez exceptionnel aussi. Mais c'est la reine qui est sur le 20$. C'est des 20$, puis c'est des Burger King, puis c'est la même architecture, c'est le même historique Commonwealth. C'est moins dépaysant. Fait que si tu veux dépayser un peu, je te dirais l'Asie, ça dépayse. Ouais. L'Amérique du Sud, ça dépayse. C'est pas cher. Tu peux partir 3 semaines, puis ça va pas brûler ton portefeuille, là. Ça coûte beaucoup plus cher en Europe. C'est peut-être moins historique, où les enfants vont peut-être... Il y a peut-être moins de musées que si tu allais au British Museum, à Londres, là, ou en Angleterre, ou en Écosse, ou en Irlande. Mais c'est des destinations. Ça dépend si tes enfants ils veulent faire un trek. Moi, j'ai traversé le cratère du Ngorongoro, puis le Masai Mara, puis le Serengeti en Kenya, Tanzanie. J'en ai fait un bout en Jeep, là, mais j'en ai fait une semaine, 10 jours à la marche, avant ou après le Kilimandjaro. Avant, je pense, pour s'acclimater, on a fait quelques petits sommets. Ça, c'est vraiment trippant. Puis j'ai rêvé de faire ça avec mes enfants quand ils arrivaient, peut-être pas à 7, 8, 9 ans, là, mais entre 10 et 15 ans, là, c'est des souvenirs indélébiles pour eux autres, c'est certain. C'est plus onéreux, bien entendu, mais ça va être marquant dans leur vie, ça va être dépaysant. Puis tu sais, tu te réveilles, là, puis tu as une tente, là, moi je couchais dans une tente, là, puis on était, je sais pas, 6 tentes, puis tu ouvres le zipper, là, la nuit, là, puis là, tu prends ta flashlight, puis tu as 2 yeux, là, tu sais, en avant de toi, puis là, tu dis, OK, je vais-tu pisser dehors ou je reste dans la tente? T'es pas sûr. Mais avec un bon guide, là, tu sais que s'il y a 2 yeux, tu restes dans ta tente, tu pisses dans ta bouteille de coke. Puis s'il y a rien qu'un œil, il n'y a aucun problème. Parce que s'il y a juste un œil, c'est une proie, donc c'est comme une antilope, un Bambi ou quelque chose de même. Puis là, ils ont les yeux sur le côté de la tête plus. Ils ont le museau, puis ils ont les yeux un peu plus, moins en avant. T'sais. Je comprends. Fait qu'ils sont là, ils sont toujours à l'affût. Fait que souvent, ils écoutent le vent, ils écoutent les bruits. Fait que si tu vois un œil, tu mets un pied en dehors de ta tente, il va décamper, ça va aller vite. S'il y a 2 yeux, c'est pas une proie, c'est un prédateur. Ouais. Puis c'est toi la proie peut-être. Fait que ça peut être un lion, je sais pas quoi. Puis s'il a faim, t'es mieux de rester dans ta tente. Tu fais du bruit avec tes casseroles. Fait que tu sais, vivre ça, c'est... Puis tu sors le matin, le soleil se lève, puis là, t'as une
maman éléphant, papa éléphant, puis des petits éléphantos qui arrachent des choses d'un acacia flat top, ils tirent les branches, ils arrachent l'écorce, puis ils mangent ça, puis ils s'en vont tranquillement. C'est comme surréaliste, tu sais. Ouais. Les enfants vont triper, tu vas faire des photos extraordinaires, les lumières, la lumière au coucher, au lever du soleil, c'est magique, là, tu sais, il y a ça le Magic Hour ou le Golden Hour, selon si c'est en photo ou en cinéma, là, mais c'est sûr que ça marque. Ouais. Mais il faut que ce soit un petit peu organisé. S'ils sont à 14, 15, 16 ans, je dirais qu'ils sont peut-être aptes à faire le Kilimandjaro. Et ça, si tu arrives à... J'ai pas été capable de le faire avec mes enfants parce que ça les intéressait pas. Puis moi, j'ai fait ça sur le tard. Je pense que j'avais comme 45 ans quand j'ai fait ça, là. Puis je pompais l'huile, mais j'étais tout seul avec moi-même, puis mon iPod, que j'espérais que la batterie tombe pas en terre avant que j'arrive en haut, parce que ça dure comme 4-5 jours, tu sais. Mais ça te ramène primitif, là, tu sais, ça te ramène à une semaine sans te laver, là. Ouais. Ta relation avec ta barre de savon, après 7 jours, elle devient émotive, tu sais. Tu sais, puis gastriquement aussi parlant... ça peut, tu peux avoir besoin de ton Imodium, puis en plus, il faut que tu fasses un effort physique, puis en plus, tu sais, c'est comme mental, physique. Mais quand tu arrives en haut, tu pleures, là, c'est automatique. Alors, si tu vis ça avec ton fils, toi, tu vas avoir des souvenirs jusqu'à l'hospice. Ça va être les derniers souvenirs qui vont s'effacer de ton cerveau. Sur ton disque dur, quand tu vas être Alzheimer, tu vas quand même te rappeler de ça, je suis sûr. Et ton enfant aussi, il va dire... Puis il va le bonifier avec le temps. Tu sais, quand tu arrives à 15 ans, j'ai fait ça, bon, là, mon père il est rendu vieux, mon père il est mort, mais j'avais fait ça, puis il va vouloir répéter, puis comme c'est des bonnes valeurs, puis c'est une expérience vraiment intime, puis de ground, là, ce serait quelque chose que je te recommanderais. Ben, mais bon, ça dépend du temper, du tempérament de tes enfants. Il y en a une, ma dernière, elle va peut-être moins suivre, mais on va l'amener pareil. Ou t'en prends c'est ça un qu'elle à a la fois, besoin. tu sais, puis tu dis, OK... excuse-moi, Cynthia, va garder les 2 autres, mais là, je m'en vais que le plus vieux ou la plus vieille. C'est quoi, 2 gars? Un gars, 2 filles. Je prends le plus vieux, puis on va aller essayer de se vivre cette expérience-là de challengeant. Puis ça va t'aider à le faire. Mais si j'avais eu quelqu'un qui me poussait, moi, j'avais une madame qui était là avec notre même cordée, là, puis elle me poussait pas pantoute, puis elle était comme, tu sais, je dis, bon... mais à la limite désagréable, tu sais. Fait il n'y a plus de challenge, j'étais vraiment au bout de mes ressources et c'est faisable, tu sais. C'est pas la Concagua ou c'est pas l'Everest, là, tu sais. Tu peux manquer d'air un peu parce que c'est 5896 mètres, là, mais à haut de 3-4 000, c'est plus difficile en termes d'oxygène, mais un athlète comme toi qui a fait de l'anaérobie, de l'entraînement, puis du patin, je ne pas ça qui m'intéresse. pense pas que tu aurais de misère à faire ça, mais les surathlètes puis les triathlètes, là, souvent, ils ne sont pas capables de le faire parce que c'est pas une question ni de mental ni de cardio. Parce que, à un moment donné, c'est le mal aigu des montagnes, c'est un manque d'oxygène. Et ça, tu sais pas comment ça va réagir sur toi. Je comprends. Et chacun est... Moi, j'avais beau m'être entraîné un petit peu, là, comme 2 jours. C'était pas une question de cardio, c'était une question de pas de maux de tête, mais c'est comme le mal de mer. Tu sais. Étourdissement un peu. Tu peux être, mais le mal de mer, là, tu peux être un triathlète pour avoir un mal de mer. Moi, je l'ai pas, je suis chanceux. Un gros patapouf qui boit sa sauce, qui est 400 livres overweight. Lui, c'est un bateau, ça peut tanguer. Il n'y aura pas de trouble. Tu sais. Fait que c'est pas une question. Tu peux pas t'entraîner au mal aigu des montagnes. Fait que quand tu arrives en haut de 3000 mètres, mettons le Machu Picchu, tu arrives à La Paz à 3000, 4000, tu vas avoir un petit peu mal à la tête, des céphalées, tu t'acclimates un peu, tu vas aller faire le Machu Picchu, tu le fais en autobus, tu fais ça dans la même journée, au pire, tu vas revenir avoir mal à la tête, c'est pas difficile. 4000, c'est une autre affaire. 5000, mettons, le Cotopaxi ou le Chimborazo, en Équateur, c'est des montagnes qui peuvent se faire. Ça, tu pourrais vivre ça aussi. Il y a des lodges extraordinaires qui sont moins touristiques, je te dirais, qu'en Tanzanie, mais tu triperais de faire une expérience où il y a un bout physique, un bout contemplatif, un bout mental, tu sais, puis de le vivre avec un enfant, ça va créer un bond indélébile dans le tien et dans son cerveau à ton enfant. Tu sais. Tu me le vends très bien. Hein? C'est sur la bucket list. Ça vient d'être mis là. Écoute, je sais que j'ai abusé beaucoup là, de ton temps. Ben non. Je pense que j'ai un autre invité, mais je voulais te remercier beaucoup d'abord d'avoir accepté à pied levé, malgré toutes tes occupations, tes business, etc. Et surtout, ta générosité de venir partager tes expériences de voyage en tant que famille, mais en tant que sportif professionnel. Merci, Maxime. C'est apprécié, ça. Merci beaucoup.